alloué un montant d'environ 300 millions de livres égyptiennes pour les travailleurs irréguliers qui sera versé dans le cadre de la fête du travail du 1er mai 2025, d'après un communiqué du Conseil des ministres la veille. Pour plus de détails, voici un commentaire. L'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques, la CAPMAS, a publié les derniers résultats de son rapport annuel sur la population active pour l'année 2024 et confirme la baisse du taux de chômage, passé à 6,6% en 2024 contre 7% en 2023. Le nombre de personnes actives a atteint 32,041 millions à la fin de 2024 contre 31,149 millions en 2023, soit une hausse de 9%. Le ministère égyptien du Travail a alloué un montant d'environ 300 millions de livres pour les travailleurs irréguliers qui sera versé dans le cadre de la fête du travail, d'après un communiqué du Conseil des ministres. Les travailleurs en situation irrégulière enregistrés auprès du ministère du Travail perçoivent 6 primes annuelles lors des fêtes officielles et des jours fériés, a déclaré le ministre du Travail, Ahmed Goubrone. L'Égypte a multiplié les initiatives ces 2 dernières années en faveur des travailleurs informels en matière de pension et d'assurance sociale. La prime à 1500 livres pour chaque travailleur irrégulier enregistré. Dans le cadre du nouveau paquet de protection sociale, cette prime a été augmentée une première fois en décembre 2024 de 500 à 1000 livres, puis de 1000 à 1500 livres en mars 2025. Versée 6 fois par an, cette prime est financée par le compte central du ministère du Travail, dédié à la protection et à la prise en charge des travailleurs en situation irrégulière. Son versement commencera la semaine prochaine, d'après le communiqué ministériel. Outre l'aide financière, l'indemnisation en cas de blessure ou de décès et les allocations périodiques, le ministère du Travail s'emploie à élargir la couverture des soins de santé pour cette catégorie de travailleurs. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier mardi un appel téléphonique du Premier ministre irakien Mohammad Shia Soudani. L'appel a porté sur les efforts de préparation au prochain sommet arabe prévu à Bagdad le 17 mai. Le président el-Sisi a affirmé l'intérêt de l'Égypte au succès du sommet arabe tout en confirmant sa confiance en la capacité de l'Irak de conduire l'action arabe commune durant la prochaine année. L'entretien téléphonique a également porté sur le renforcement de la coopération entre l'Égypte et l'Irak, notamment dans divers domaines. L'appel a également évoqué les évolutions régionales dans la bande de Gaza, tout en affirmant la nécessité de mettre en place le plan arabe de reconstruction de Gaza. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi le président du Conseil souverain transitoire du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, au Caire, pour discuter des moyens de rétablir la stabilité et de promouvoir le développement au Soudan. Les deux dirigeants ont discuté du renforcement des liens bilatéraux et de diverses questions régionales. La visite de M. al-Burhan intervient dans un contexte de conflit permanent au Soudan où les combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont dévasté le pays. La guerre qui a éclaté en avril 2023 en raison de différends concernant l'intégration des forces de soutien rapide dans l'armée a fait des dizaines de milliers de morts et les deux parties étant accusées d'avoir commis des atrocités. Le Soudan reste profondément divisé, l'armée contrôlant le nord et l'est du pays, tandis que les forces de sécurité soudanaises détiennent la majeure partie du Darfour et certaines parties du sud. Et une semaine d'audience consacrée aux obligations humanitaires d'Israël envers les Palestiniens a débuté lundi à La Haye. L'Égypte a affirmé auprès de la Cour internationale de justice, CIJ, qu'Israël avait violé à Gaza toutes les lois internationales alors que commence à La Haye une semaine d'audience consacrée aux obligations humanitaires d'Israël envers les Palestiniens.
Je cite, « Israël doit se conformer aux lois internationales en tant que membre de l'Assemblée générale des Nations unies ». C'est ce qu'a appelé Maître Yasmine Moussa, conseillère juridique au ministère des Affaires étrangères. Et Israël doit assumer ses responsabilités en tant que pays occupant, a-t-elle dit, en dénonçant le blocage par Israël de livraison de nourriture destinée à Gaza. Elle a accusé Israël de fabriquer des accusations contre l'Office des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, UNRWA, dans le but de stopper ces opérations dans les territoires occupés, soulignant que les mesures israéliennes entravant le travail de l'UNRWA sont en violation des lois internationales. Aucune aide humanitaire n'est entrée dans la bande de Gaza depuis le 2 mars, car Israël a fermé tous les points de passage et pris le contrôle du côté palestinien du passage de Rafah pour empêcher l'acheminement de l'aide. Israël utilise la famine comme arme de guerre, a-t-elle dénoncé, ajoutant que la politique annoncée d'Israël est de tout faire pour forcer les habitants de Gaza à partir. Et l'UNRWA a annoncé hier que les autorités d'occupation israéliennes prévoient priver 800 enfants de leur droit à l'éducation et fermer 6 écoles à Jérusalem-Est. Je cite, « En moins de 10 jours, les ordres de fermeture émis par des responsables israéliens contre 6 écoles de l'UNRWA à Jérusalem-Est entreront en vigueur. » C'est ce qu'a déclaré Roland Friedrich, le directeur des affaires de l'UNRWA en Cisjordanie occupée, dans un communiqué. Il a expliqué que la fermeture des écoles menace le droit d'environ 800 enfants à l'éducation, ce qui constitue une violation des obligations d'Israël en vertu du droit international, ajoutant que les écoles de l'UNRWA du camp de Choufat font partie du tissu social du camp depuis des décennies. Et au moins 15 professionnels des médias ont été tués à Gaza depuis le début de l'année 2025, selon un nouveau rapport publié par le syndicat des journalistes palestiniens. Le rapport publié par le comité des libertés du syndicat chargé de surveiller les violations commises par Israël à l'encontre des journalistes souligne la persistance du ciblage direct des professionnels des médias. Selon le rapport, 7 journalistes ont été tués en janvier et 8 en mars. Par ailleurs, les familles de 17 journalistes ont été endeuillées, tandis que les habitations de 12 autres ont été détruites par des tirs de roquettes et d'obus. De plus, 11 personnes ont été blessées au cours de ces attaques. Le rapport note que la violation à l'encontre des équipes de journalistes ne se limite pas aux attaques mortelles. Il fait état de l'arrestation de 15 journalistes à leur domicile ou alors qu'ils étaient en mission. Certains ont été libérés quelques heures ou quelques jours plus tard, tandis que d'autres sont toujours en détention. Le syndicat a également enregistré 49 menaces de mort proférées à l'encontre de journalistes dont beaucoup ont été avertis d'évacuer des zones qu'ils couvraient. En Cisjordanie occupée, environ 117 journalistes ont été victimes d'agressions physiques, de répression ou d'interdiction du reportage, en particulier à Jénine et à Jérusalem. La commission a également recensé 16 cas de confiscation ou de destruction de matériel de travail. Les violations à l'encontre des journalistes surviennent dans le cadre d'une nouvelle campagne militaire israélienne à Gaza. Le Comité pour la protection des journalistes, organisme de surveillance de la liberté de la presse basé à Washington, a également lancé un signal d'alarme face au nombre élevé de journalistes tués, indiquant qu'au moins 176 d'entre eux, en grande majorité des Palestiniens, ont perdu la vie depuis le début de l'offensive israélienne sur les territoires occupés. Passons en Syrie, où au moins 2 personnes ont été tuées dans de nouveaux affrontements à caractère confessionnel aux environs de Damas. C'est ce qu'a annoncé hier une ONG au lendemain d'accrochages meurtriers dans une localité syrienne voisine à majorité druze qui en fait 17 tués.
Les affrontements se sont étendus dans la nuit au sud-ouest de la capitale, opposant des forces affiliées aux autorités à des membres locaux druzes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Lundi, des affrontements meurtriers dans la localité voisine à majorité druze de Jaramana, aux environs de Damas, avaient fait 17 tués selon un nouveau bilan de l'OSDH, 8 druzes et 9 membres de groupes armés qui ont donné l'assaut à la localité. En soirée, un accord avait été scellé entre des représentants du gouvernement syrien et les responsables druzes de Jaramana pour mettre terme aux affrontements. Passons en Iran, où les pompiers sont parvenus lundi à maîtriser l'incendie qui ravageait depuis samedi le principal port de l'Iran après une explosion meurtrière attribuée à une négligence selon des responsables iraniens. Mardi, des images en direct à la télévision montraient toujours une épaisse fumée se dégager de conteneurs empilés au port Shahid Rajai, dans le sud du pays, proche de Bandar Abbas, le port à conteneurs le plus important du pays, stratégiquement situé sur le détroit d'Ormuz, à 1 millier de kilomètres de Téhéran. La déflagration, ayant entendu à des dizaines de kilomètres à la ronde, s'est produite samedi sur un des quais du port. Elle a provoqué des dégâts matériels considérables, surtout elle a causé la mort de 70 personnes selon le dernier bilan et fait plus de 1200 blessés. Selon le ministère de l'Intérieur, 120 blessés sont encore à l'hôpital. La cause exacte de l'explosion est toujours inconnue. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.